Donc, sans plus tarder, on va reprendre avec ce deuxième bloc de l'avant-midi. Et donc, j'en profite aussi peut-être pour mentionner, je voulais le mentionner tout à l'heure, mais je veux remercier vraiment plusieurs personnes, peut-être un peu plus tard, mais tout particulièrement pendant qu'on est là, justement, bien, premièrement, le CREAS, le Centre de recherche sur l'enseignement et l'apprentissage des sciences, dont je suis le directeur, mais vraiment toute l'équipe du CREAS qui ont vraiment contribué à ce que ce colloque-là se tienne, puis en bonne et due forme, des professeurs qui ont contribué aussi, Maya Morel, aussi Sylvie Pagès, qui a bien tout coordonné, tout ce qui est à l'extérieur. Donc, le colloque est aussi organisé avec la chaire Kino Québec pour un mode de vie physiquement actif qui est à la Faculté des sciences de l'éducation. Et je voulais le mentionner tout à l'heure, mais la chaire de recherche est aussi entièrement financée par le ministère de l'Éducation. Donc, avant, on se demandait peut-être un peu quelle est la place de l'éducation en plein air dans l'écosystème, mais je pense que le ministère de l'Éducation, avec le financement de cette chaire-là, envoie un message fort. Et le 20 avril dernier, quand on a eu le lancement, on avait même la ministre Charette qui disait que l'éducation en plein air était en voie de devenir une nouvelle compétence à développer. Donc, je ne pense pas qu'on va en rajouter une nouvelle sur le référentiel demain matin, mais quand même, je pense qu'il y a des beaux signaux positifs. Alors, sans plus tarder, bon, il y a été un peu de façon thématique. On va commencer avec l'éducation au préscolaire pour cette première présentation-là, plus spécifique. Donc, on aura Émilie qui est ici avec nous et Caroline Bouchard que vous voyez à l'écran qui est à Québec aussi. Donc, je vous laisse sans plus tarder pour cette présentation. Merci. Bonjour à tous. Je vais simplement me présenter avant de donner la parole à Caroline, qui est ma directrice de recherche, qui est aussi co-chercheuse sur le projet qu'on vous présente aujourd'hui. Je m'appelle Émilie McKinnon-Côté. J'ai travaillé en fait au volet préscolaire du projet, donc mener les entretiens, faire l'analyse. Et c'est vraiment en fait excitant pour moi de venir ici aujourd'hui parce que je rencontre enfin mon équipe avec laquelle j'ai pu travailler en ligne. Donc, c'est vraiment un plaisir pour moi de venir vous présenter les résultats avec Caroline aujourd'hui. Merci, Émilie. C'est aussi un plaisir pour moi d'être parmi vous aujourd'hui, bien que virtuellement, pour vous présenter la communication, l'éducation préscolaire en plein air, un levier pour soutenir le développement global de l'enfant. Donc, Émilie l'a dit, mon nom est Caroline Bouchard, je suis professeure titulaire à l'Université Laval. Mes travaux portent notamment sur le développement global et la qualité des interactions en services éducatifs à la petite enfance et notamment en éducation par la nature. Donc, je travaille notamment en partenariat avec l'Association québécoise des CPE dans le cadre du projet d'éducation par la nature. Alors, sans plus tarder, on va passer au plan de présentation, Émilie. C'est très simple, c'est un plan classique. Alors, vous l'avez à l'écran, je ne vais pas prendre plus de temps, on va passer tout de suite au sérieux de la chose. Alors, pourquoi s'intéresser à l'éducation préscolaire en plein air? On aurait pu dire, Jean-Philippe nous l'a présenté, en fait. Je vais t'interrompre, mais on me dit qu'on ne voit pas pour les gens à distance le bon PowerPoint, donc je ne sais pas si on peut juste venir résoudre à la... Je suis désolée, Caroline. Pas de problème, Jean-Philippe. Désolée de ne pas être en présence aussi. Ah, magnifique. C'est vrai. Caroline, on t'a remis à la première diapositive. Je vais te laisser avec Émilie le gérer, mais juste pour que les gens puissent bien voir. Parfait, merci Jean-Philippe. Alors, vous avez le titre de notre présentation que j'ai nommé tantôt, donc l'éducation préscolaire en plein air, un levier pour soutenir le développement global de l'enfant. Et je vous disais qu'à la diapo suivante, on allait suivre un plan classique de présentation et que j'allais tout de suite passer à la problématique. Alors là où j'en étais, c'était à cette idée de pourquoi s'intéresser à l'éducation préscolaire en plein air. On aurait pu marquer aussi à ciel ouvert ou hors les murs, hein, comme Jean-Philippe nous l'a indiqué. Il y a plusieurs appellations là, pour en rendre compte. En fait, pourquoi? Mais parce qu'actuellement, il y a vraiment un essor de l'enseignement en plein air au Québec, au Canada, puis je dirais
à l'international aussi. Et on l'a mentionné plus tôt, là, notamment depuis la pandémie qui a agi comme une sorte de catalyseur. Hein. Donc, à l'extérieur, vous le savez, les risques de contracter ou de transmettre le virus étaient amoindris, ce qui a amené davantage d'enseignants et d'enseignantes à l'éducation préscolaire à aller à l'extérieur. Au-delà de la COVID, là, le fait d'aller avec sa classe à l'extérieur, mais ça favoriserait l'apprentissage actif des enfants. C'est-à-dire que ça leur permettrait autant d'être actifs, bien sûr, sur le plan physique, en moteur, mais aussi cognitivement. Donc, il y a toutes sortes de choses qui se passent en milieu naturel, à l'extérieur, en fait, qui éveillent la curiosité et qui suscitent justement l'engagement de l'enfant et qui l'amènent à s'engager hein, dans différentes expériences là, qui vont être issues du monde réel et naturel. Et ça va lui permettre, en fait, d'apprendre et de se développer. Donc, en quelque sorte, les éléments ou les espaces naturels vont comporter des défis pour l'enfant. Je pense entre autres à la présence, quand on est en milieu naturel, de matériaux libres et polyvalents qui vont amener des usages créatifs, qui vont susciter l'imagination de l'enfant. Hein. Donc, tout ça fait en sorte que ça crée des défis et ça favorise par le fait même son développement global. On peut penser entre autres à l'orientation spatiale, à l'acquisition d'habiletés motrices, la résolution de problèmes ou encore la gestion de risques. On peut changer de diapo, Émilie? Donc, en fait, tout ça, puis Jean-Philippe nous l'a présenté tantôt, l'éducation par la nature ou le plein air, je devrais plus dire dans ce contexte-ci, favorise le développement global de l'enfant, qui est au cœur du programme cycle de l'éducation préscolaire. En fait, le développement global, c'est vraiment un processus hein, qui est dynamique, qui est simultané, intégré, qui se fait de façon aussi graduelle et continue de tous les domaines de développement de l'enfant dans ses différents milieux de vie. On peut penser au domaine moteur, social, affectif et j'en passe. Alors, ces différents domaines-là vont être en synergie et comme dans un système d'engrenage, hein, vous l'avez à l'écran là, sur la photo, un domaine va venir en influencer un autre et ça va amener toute une dynamique, un processus de développement global. J'attire votre attention simplement sur, par exemple, la figure que vous avez à votre gauche. Vous voyez les domaines de développement. C'est une figure tirée du programme éducatif. C'est sur cette base-là qu'on va, entre autres, analyser les données. Vous voyez, entre autres, le domaine langagier en mauve ou en violet, avec la compétence communiquer à l'oral et à l'écrit, et deux axes de développement que sont le langage oral et le langage écrit. On peut passer à la prochaine. Alors, Jean-Philippe nous l'a exposé, le plein air ou l'extérieur, c'est vraiment un contexte qui est favorable au développement global de l'enfant. On a mené, entre autres, une revue systématique des écrits dans le cadre de nos travaux en petite enfance et on a ressorti un certain nombre, justement, d'articles, de travaux qui présentent, qui attestent, je dirais, de bienfaits. On n'est pas tant encore dans la mesure toujours d'effets, mais de bienfaits sur les différents domaines. Je ne vous les présenterai pas en détail puisque Jean-Philippe l'a fait un peu plus tôt. Vous les voyez à l'écran aussi, les éléments là, de chacun de ces domaines-là. L'idée, c'est plutôt d'attirer votre attention sur le fait qu'on a documenté ces bienfaits chez les enfants, mais dans le cadre de la présentation d'aujourd'hui, c'est vraiment d'aller voir qu'est-ce qu'il en est? Qu'en est-il finalement de la perception des enseignantes, des personnes enseignantes à l'éducation préscolaire? Est-ce que ces personnes-là identifient les bienfaits qu'on a pu documenter jusqu'à maintenant? Est-ce que pour elles, le plein air ou l'extérieur permet d'actualiser le programme cycle et qui va s'articuler justement autour du développement global de l'enfant. Alors, c'est à ces questions-là qu'on s'est intéressé à travers l'objectif de recherche qui est de décrire la perception de personnes enseignantes à l'éducation préscolaire quant à la contribution du plein air au développement global de l'enfant. Il s'agit en quelque sorte d'un état des lieux de l'éducation préscolaire 4 ans et 5 ans au Québec. Alors, je vais donner la parole à Émilie. Merci, Caroline. Donc, pour ce qui est de la méthode, je vous ai parmi là,
en fait, l'essentiel, bref, de la méthode, c'est qu'on a mené des entretiens auprès de 20 enseignantes, en fait, personnes enseignantes au préscolaire. Et pendant cet entretien, on avait vraiment une question qui était comment l'éducation préscolaire en plein air permet-elle de soutenir le développement global de l'enfant? Et c'est à cette réponse qu'on est venu, en fait, faire une analyse de contenu thématique selon les 5 domaines de développement de l'enfant. Là, vous le comprendrez, aujourd'hui, on va vous présenter, par exemple, des résultats pour le domaine moteur, le domaine affectif, le domaine social, mais il ne faut quand même pas oublier qu'ils sont tout de même interreliés. Donc, même si on vous les présente de façon séparée, par exemple, un enfant qui a beaucoup confiance en lui, va vouloir approcher les autres, donc le domaine social va être influencé. Donc, vous aurez compris qu'il y a vraiment une interrelation qui existe, même si on vous présente les domaines de façon séparée. Et l'analyse des entretiens a été réalisée sur le logiciel MaxQDA, qui est un logiciel vraiment approprié pour faire l'analyse des entretiens. Donc, les résultats sans plus attendre. Donc, pour ce qui est du domaine moteur, je ne sais pas, là, Caroline, comment je pourrais te déplacer? Excellent, super! Donc, c'est rare que je déplace ma directrice de recherche, donc voilà. Comme vous pouvez voir, ce que les personnes enseignantes nous ont vraiment relevé, c'est notamment des bienfaits pour le domaine de la motricité globale, en fait, donc courir, marcher, des choses comme ça, et la motricité fine de l'enfant. Et surtout, ce que 16 personnes enseignantes nous ont nommé sur 20 tout de même, c'est que ça permet d'expérimenter différentes façons de bouger. Donc, lorsqu'on pense à sauter, grimper, lancer, ce n'est pas des gestes moteurs qu'on peut vraiment reproduire en classe dû au mobilier et à l'espace restreint. Sinon, on peut aussi penser que les activités à l'extérieur ont permis aux enfants de surmonter des défis moteurs. Donc, justement, lorsqu'on parlait de grimper, ou tout à l'heure, on a vu aussi un enfant qui grimpait un arbre. Donc, c'est dans ce sens-là qu'on parlait des défis moteurs. Et aussi de les sensibiliser à la sécurité qu'ils ont besoin de réfléchir, en fait, quand ils font ces défis moteurs. Donc, une parole qui est très intéressante par rapport à ça, c'est que tout ce qui est activité motrice, que ce soit globale, activité fine, bien, juste avec les vers de terre ce matin-là, il fallait creuser et il y en a pour qui c'était en surface. On pense souvent au global, à l'éducation physique, à bouger, mais il y a tellement d'autres choses qu'on peut faire. Je leur ai dit souvent, c'est délicat, il faut faire attention, tu ne peux pas arriver et être brusque. Donc, pour la motricité fine, même si ce n'est pas une production que l'on fait, bien, fais attention, prends ton verre de terre avec délicatesse, je trouve que ça en fait partie. Donc, voilà une parole justement d'une personne enseignante à ce sujet. Ensuite, pour ce qui est des bienfaits sur le domaine affectif, on a des résultats qui sont un petit peu plus, disons, dispersés là, selon les propos des enseignantes. Donc, on a moins de conjecture, disons. Donc, on va avoir notamment que les enfants ont développé une meilleure connaissance de soi. Donc, lorsqu'on parlait justement de relever des défis moteurs, bien de se dire hey, « moi, je suis fort, je suis capable de relever des branches avec mes amis, je suis capable de monter dans un arbre, par exemple. » Donc, on a une meilleure connaissance de soi, de ses capacités. On a aussi une capacité à prendre des risques sains en connaissant et en respectant leurs limites. Donc, ici, on voit vraiment un lien avec ce qu'on a présenté tout à l'heure dans le domaine moteur. Donc, on a bien entendu réalisé le défi moteur, mais on a aussi au niveau affectif, est-ce que je me sens prêt à relever ce défi moteur? Et d'autres personnes enseignantes ont aussi remarqué une meilleure persévérance, confiance en soi, reconnaissance de ses besoins et dans la gestion des émotions. Une parole d'une personne enseignante à ce sujet, c'est « Il y a la compétence d'apprendre à s'affirmer, à développer sa personnalité. Je trouve que ça se fait bien à l'extérieur parce qu'ils prennent plus de risques, ils essaient plus. Donc, selon moi, ça permet de mieux se connaître. À l'extérieur, oups, tout à coup, il y a une abeille. Bien, moi, quand il y a une abeille, je n'aime pas ça, mais le papillon, lui, ça me dérange moins. Donc, ce sont des choses qui vont moins arriver, bien entendu, à l'intérieur. Et pour le domaine social, les pratiques d'éducation préscolaire en plein air ont permis de développer les habiletés sociales des enfants, créer des liens avec les autres et de collaborer. Donc, on peut penser notamment, tout à l'heure, on parlait de jeux libres à l'extérieur, mais c'est vraiment un environnement qui est propice pour le faire. Donc, si les enfants font du jeu symbolique, du jeu de faire semblant, ils se rassemblent, ils discutent ensemble, ils ont envie de collaborer. Des fois aussi, c'est dans des grands projets d'envergure. Tout à l'heure, lorsqu'on parlait de toute la classe qui soulevait un tronc d'arbre
arbres pour justement faire un abri ou des choses comme ça, bien, c'est des contextes qui sont propices. Et on a aussi la gestion de conflits, la régulation des comportements qui est sortie. Donc, un exemple serait les meilleurs moments cette année, ça a été la construction d'un abri, justement, dans la cour d'école. J'avais demandé des dons des parents, de vieux sapins de Noël, et moi, j'avais tout enlevé le sapinage que j'avais mis à part. Donc là, on avait des beaux troncs. On a fait l'abri, donc là, j'ai vraiment vu la collaboration, les leaders, l'esprit d'équipe, la stratégie, la logique de comment faire avec de la corde, puis bien montrer les abris et tout ça. Donc, c'est vraiment intéressant de les observer. Donc, vous pouvez voir, pour ce qui est du domaine social, vraiment, dans cet extrait, on voit que ben, non seulement on est capable de voir la collaboration, mais on voit aussi les enfants qui sont capables d'initier les grands projets ou même leur capacité d'être rassembleurs auprès des amis. Voilà. Caroline? Oui, merci, Émilie. Bien, sur le plan du développement langagier, ce qu'on a observé, en fait, ce qui a été révélé par les 4 enseignants et enseignantes de manière plus précise, c'est que le fait de découvrir différents végétaux, des animaux, des insectes, a permis, selon elles, selon les personnes enseignantes, aux enfants d'élargir leur vocabulaire. Ce qu'elles ont mentionné aussi, 6 personnes ont mentionné les fréquents moments de jeu à l'extérieur qui ont permis de favoriser les interactions verbales entre les enfants, donc les échanges en quelque sorte. Et le développement de la conscience phonologique et l'émergence de l'écrit a aussi été favorisé à l'extérieur. Donc, dans un cas, selon 6 personnes et dans l'autre, selon 5 personnes sur 20 toujours. Donc, et ce que les personnes enseignantes nous disent, c'est que parfois même, elles en sont venues à profiter des éléments à leur disposition à l'extérieur, comme les branches, le sable, le panneau de signalisation, toujours dans cette idée de favoriser la conscience phono et l'émergence de l'écrit. Il y a une enseignante, entre autres, qui affirme, c'est que lorsqu'on est en classe, souvent, on va parler aux enfants pour l'apprentissage de la langue, mais si je suis dehors et qu'on parle d'un nid d'oiseau et que le nid d'oiseau, ils le voient, je vais beaucoup en parler avec eux, leur expliquer des choses, les amener à réfléchir, à parler, à faire un sens, que leurs paroles fassent du sens. Donc, on voit vraiment dans cet extrait-là qu'on part quand même des explorations de ce qui émerge des enfants, plutôt que d'avoir une posture, comme c'est indiqué ici en classe, où on part de l'enseignante justement pour enseigner des contenus. Donc, on part de ce qui se passe à l'extérieur pour amener les enfants à développer leur vocabulaire. Et on voit aussi que ça a un effet, ça a un impact, je dirais, sur le développement de la pensée, parce que bien sûr, le langage et la pensée sont interreliés. Sur le plan du domaine cognitif, maintenant, toujours selon les enseignantes, en fait, il y a 4 personnes qui nous disent que les jeux extérieurs ont permis aux enfants de mobiliser leur imaginaire, d'exercer aussi leur raisonnement. Et ça, on a 8 enseignantes quand même, enseignants et enseignantes qui nous le rapportent. Les personnes enseignantes révèlent aussi toute la découverte de l'univers naturel et le développement de leur pensée scientifique. Donc, c'est quand même nommé par 8 personnes là, dans les 2 cas. J'en parlais tantôt des matériaux libres et polyvalents. Bien, justement, grâce à ces matériaux-là, libres et polyvalents, c'est-à-dire, par exemple, une branche qui peut devenir un crayon, une baguette magique, donc il y a un usage pas concret, mais justement un usage qui va venir solliciter la créativité, l'imagination des enfants. Bien, ces matériaux-là, qui sont à la disposition des enfants à l'extérieur, bien, ça leur permet de créer des œuvres d'art. Donc, il y a 4 personnes qui nous l'ont rapporté et de développer aussi leur pensée mathématique, par exemple en faisant du dénombrement ou en les classant. Il y a une enseignante qui nous dit qu'il y avait les libellules et qu'il y a un jeune qui a dit « il y en a la coquille, une qui vole sur le dos de l'autre. » Ah oui? Ils volent en équipe comme ça? L'autre, elle dit « non, non, ils sont en train de se reproduire. » Ah! C'est quoi se reproduire? Alors, voyez-vous, ce n'était pas dans mon plan de la semaine, la reproduction, pas du tout. Mais moi, je laisse des questions. Ce n'est pas moi qui décris en détail les choses, mais j'y vais avec ce qu'ils sont capables de prendre. Se reproduire, qu'est-ce que ça veut dire? Alors, quelqu'un a dit, ils vont avoir des bébés. Alors, est-ce qu'ils vont avoir des bébés? Donc, voyez-vous comment l'extérieur devient propice à des situations qui sont non planifiées, mais qui partent des intérêts de l'enfant, qui vont amener là, son engagement et qui vont justement être très propices à l'apprentissage et au développement ici cognitif.
Et le dernier extrait que je veux vous lire, on n'a pas pu choisir entre les deux, donc on vous a mis les deux. Alors, il y a une autre enseignante ou enseignant un autre enseignant qui dit, bien, s'il décide que, bien, aujourd'hui, je me fais un igloo, bien, il va participer à l'igloo. Ça va être ça, son projet du moment, et c'est là-dessus qu'il va travailler, qu'il va pouvoir régler les petits problèmes qui surviennent dans son projet. Ce n'est pas un projet que je vais avoir décidé en lui donnant les étapes à suivre, les étapes de réalisation. Dans son projet à lui, l'étape numéro 1, c'est de faire les murs. Donc, il va suivre des étapes sans s'en rendre compte et il va réaliser que, ça fonctionne. Donc, ça amène une toute autre réflexion que si c'est moi qui lui dis, bien là, tu as oublié l'étape numéro 3, il faut que tu ailles la refaire. Donc, encore là, ça témoigne de tout l'engagement de l'enfant, mais aussi du fait qu'on part de ce qui émerge de l'enfant, de ses explorations, de son jeu, de ce que l'extérieur a à offrir, ce qui permet aussi d'être dans sa zone proximale de développement. Alors, c'est vraiment l'extérieur, un vecteur important là, de l'apprentissage et du développement global en petite enfance, puisque c'est la façon d'apprendre des jeunes enfants de toute façon. Alors, je vais laisser Émilie conclure. Oui, donc juste pour conclure, en fait, on a la majorité des personnes répondantes qui affirment que le contexte de plein air est favorable au développement global de l'enfant, qui lui est au cœur du programme cycle de l'éducation préscolaire. Et la note de la fin, en fait, je la laisse vraiment à une personne enseignante. Donc, je dirais que ça développe toutes les sphères de développement de façon plus émotionnelle et magique. Tout est plus profond, tout est plus senti, tout est plus vécu. Tout est plus sensoriel. Donc, c'est toutes des choses qui ont un lien beaucoup plus direct avec le cerveau, avec les émotions, avec la mémorisation. Merci beaucoup. Alors, merci beaucoup pour cette présentation. Donc, j'ai invité les personnes qui sont sur place, mais aussi en ligne, à poser des questions. On a maintenant des mots à poser. Pas de questions possiblement. Donc, je vais te demander de répéter la question que tu as posée. Et je rappelle qu'on pose des questions plus courtes et on fait des réponses pour que ça change à la fin de cette conférence. Merci Marie-Claude. Bonjour, je m'appelle Maëlle, je vais justement participer à travailler sur les apprentissages entre nous. Et ce n'est pas une question, c'est juste une remarque que je voulais dire. Je voudrais dire maintenant, je sais que c'est un peu dans les enseignements, c'est rien de visible pendant le processus. Vous aidez à construire un projet, parce que c'est dans un processus chaotique. On essaie de structurer, mais tout ce que ce proche de l'année passe, ça il faut chaque fois ne pas avoir peur, sauter sur l'occasion et essayer de faire. Donc, merci de l'accorder pour cette présentation à vous deux. Merci d'avoir contribué sur que je suis mais je crois que ça sur la recherche dans ces messieurs et prendre note pour pouvoir explorer ça. Merci. Là, est-ce que je fais un beau résumé? Excellent. Donc, en fait, ce qu'on me disait, c'était pas une question, c'est plus un commentaire, mais que les exemples qu'on a présentés aujourd'hui, je m'excuse pour le petit feedback. Les exemples qu'on a présentés aujourd'hui témoignent vraiment de la nécessité de saisir les occasions en enseignement. Donc, d'attendre de voir qu'est-ce qui va émerger vraiment de ce que les enfants font en nature notamment et qu'il ne faut pas avoir peur justement d'être flexible, de saisir ces occasions-là pour vraiment que ce soit riche. Donc, j'espère que j'ai bien résumé. Oui. Bonjour encore une fois, moi c'est Caroline Ricard, je suis enseignante à l'éducation préscolaire dans la belle région Trois-Rivières. Je suis bien contente d'être ici avec vous aujourd'hui. Alors, moi, ma réflexion suite à tout ça, c'est mon dada, l'enseignement à l'extérieur, j'adore ça, mais je suis confrontée à une problématique en lien avec la sécurité.
sait comment est-ce qu'au Québec, on est hyper prudent et comment on veut mettre en contexte nos enfants dans un contexte, un environnement qui va les exclure des risques. Et je suis très contente que notre programme d'éducation préscolaire en fasse la promotion. Mais comment faire pour que ça se rende jusque dans le milieu scolaire, alors que nos directions parfois ont cette inquiétude, parfois même nos commissions scolaires, qui nous ont bien fait entendre qu'il n'était pas question de nos élèves grimpent dans les arbres, alors qu'on nous voyait tant de beaux potentiels développementaux. Bref, avez-vous des solutions, des pistes de réflexion, de quelque chose qui pourrait nous permettre de dépasser ce défi majeur? OK, excellent. Donc, Caroline, Oui. J'en profite juste parce qu'il y a une question en ligne qui est un peu similaire. OK, excellent. C'est les personnes enseignantes préscolaires ont mentionné les défis reliés à l'accompagnement par les parents ou autres spécialistes. Donc, ça vient de Virginie Bachand-Lavallée. Excellent, excellent, merci. Mais en fait, on a une question en ligne et on a aussi la question de Mme Caroline Ricard là, qui est dans la salle concernant la sécurité lorsqu'on est en pédagogie justement d'éducation préscolaire en plein air. Mais on parle vraiment d'enjeux de sécurité, pas concrètement sur le terrain, mais vraiment pour convaincre soit les infrastructures ou convaincre les parents. Bien entendu, l'important, c'est vraiment, et Caroline, si tu veux compléter, tu pourras aussi, bien entendu, je ne veux pas tout répondre, tu es là aussi. En fait, c'est vraiment d'avoir un bon canal de communication avec sa direction, parfois même lorsque c'est possible de l'amener avec nous-mêmes en nature, juste pour voir un peu qu'est-ce qu'on fait comme pratique. Mais on a déjà aussi de la belle littérature scientifique qui parle justement de la prise de risque, sain en fait en nature et qui peut venir justement appuyer vos propos auprès de la direction ou auprès des centres de services scolaires. Donc, plus vous avez de recherches, plus vous démontrez en fait que c'est pas juste d'aller jouer dehors puis de les laisser monter dans les arbres sans règles de sécurité. Plus on est appuyé, normalement, c'est un beau geste pour les convaincre. Puis pour ce qui est des parents, c'est vraiment soit un excellent canal de communication. Il y en a même qui ont un canal de communication quotidien avec eux, leur envoie des photos sur ce qui se passe en nature et même de les inviter avec vous lorsque c'est possible. C'est vraiment là, la communication, c'est la clé finalement. Donc, voilà. Caroline, est-ce que tu voulais rajouter autre chose? Bien, je peux peut-être compléter. Bonjour Caroline, d'abord, merci pour ta question. C'est vrai que c'est un enjeu important, autant l'éducation préscolaire qu'en service de garde éducatif. Dans le fond, nous, dans le cadre de référence sur lequel on a travaillé avec la QCPE, on parle beaucoup de prise de risque dans une sécurité bien dosée, c'est-à-dire que je trouve que d'encadrer la prise de risque dans une sécurité bien dosée, c'est vraiment de parler de la prise de risque qui permet le développement global de l'enfant. Donc, souvent, c'est la partie qu'on ne reconnaît pas suffisamment, c'est en quoi prendre des risques dans une sécurité bien dosée, c'est-à-dire avec un encadrement, un accompagnement de l'adulte, bien sûr en présence de l'enfant, de façon graduelle aussi. Bien, je trouve que c'est un angle qui est porteur. Par exemple, souvent, quand on pense à la prise de risque, on va penser aux bienfaits sur le plan moteur, mais prendre des risques, par exemple, pour passer d'une énorme roche, parce que moi, je le vois en contexte avec les petits, passer d'une énorme roche à une autre, il y a toute une anticipation sur le plan cognitif à faire, calcul de prise de distance, anticipation de où placer la main, le pied. Donc, il y a vraiment beaucoup d'impact, je dirais, sur le plan cognitif et je passe les autres domaines, mais souvent, on pense d'emblée à l'aspect moteur, mais c'est bien plus que ça. Donc, c'est comment la prise de risque devient un vecteur, justement, de ce développement global-là. Voilà. Puis, je termine là-dessus. Dans un autre projet, justement, qu'on mène en éducation par la nature, bien, on a été sonder les parents parce que souvent, c'est une appréhension. Hein, on a peur que les parents aient des craintes puis adhèrent pas au projet, que ce soit d'éducation par la nature ou dans le fait d'aller à l'extérieur. Et ce qui est ressorti, c'est qu'on a été vraiment étonnés. Les parents traduisent très peu de défis, aucun défi ou encore de légers défis. Et c'est vraiment la proportion qui est majoritaire, là. Donc, les parents ne perçoivent pas, n'ont pas perçu à l'issue d'une année passée en éducation par la nature, là, ne perçoivent pas de défis par rapport à l'habillement, ni la sécurité, ni la santé et ni l'horaire. Donc, et c'est vrai
vrai autant pour les enfants qui ont un développement typique que les enfants qui ont des besoins de soutien particuliers. Donc, ça nous a quand même étonnés. Donc, souvent, comme disait Émilie, de s'appuyer sur des résultats comme ceux-là, ça peut être important pour le faire valoir l'importance de cette prise de risque-là dans une sécurité bien dosée aux parents. Merci, Caroline. Bonjour, je m'appelle Gabrielle. En fait, ma question c'est plutôt concernant le parallèle avec l'international ou même au niveau local. Avez-vous considéré peut-être s'inspirer de ce que fait la Scandinavie ou encore l'Italie, ou même de retourner dans le retour aux sources sur l'éducation ancestrale des Premières Nations par rapport à leurs propres enfants? Est-ce que c'est quelque chose que vous avez considéré peut-être créer des ponts avec d'autres communautés pour trouver des solutions? Excellent. Ben, en fait, je vais répéter la question. C'est, en fait, est-ce qu'on a pensé faire des ponts avec soit les communautés des Premières Nations ou faire un peu comme se fait en Colombie-Britannique ou dans les pays scandinaves par rapport à l'approche, donc avoir une approche qui est peut-être plus d'inclusion dans la nature, là. Ben, nous, en fait, dans ce projet-ci, c'était vraiment des pratiques d'enseignantes qu'on a rapportées. Donc, c'est ce que les enseignantes vivent sur le terrain au Québec. Nous, à ce moment-ci, dans le projet, en fait, avec l'Université de Sherbrooke, ben, c'est vraiment leur pratique terrain. Donc, non, on n'a pas eu de pratique particulière dans des écoles où ils étaient vraiment en immersion dans la nature ou dans les communautés des Premières Nations. J'espère que je réponds bien. C'est bon? Super. Merci beaucoup. Pendant qu'on s'installe pour la prochaine question,